C'est le ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions. C'est le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Mesdames et Messieurs, les membres du Conseil national de transition, Monsieur le gouverneur de la région de Ségou, Monsieur Abdraman Silla, ancien ministre des Maliens de l'extérieur, chers frères et amis, je crois que l'hommage que votre successeur vient de vous rendre doit vous avoir fait chaud au cœur, parce que ce n'est pas fréquent qu'un ministre reconnaisse publiquement les efforts de ses prédécesseurs et surtout du fait qu'il s'appuie sur ce que vous avez fait, ce que vous avez pu laisser de positif pour construire et renforcer la nouvelle maison des Maliens établis à l'extérieur. Je pense que cette philosophie doit guider tous ceux qui gouvernent. Parce qu'en vérité, nous, notre philosophie, c'est de dire que tous ceux qui passent aux charges de l'État laissent quelque chose. On peut être d'accord ou non avec, mais ils laissent toujours quelque chose de positif. C'est lorsqu'au fil des années, on construit petit à petit sur ce que les uns et les autres ont laissé de positif, que sur le long terme, on construit un édifice solide, un édifice pérenne, dans lequel tout le monde se reconnaît. C'est un peu notre philosophie. C'est ce qui me fait dire souvent dans mes discours, même si apparemment ce n'est pas très audible pour certains, pour des raisons que l'on comprend d'ailleurs, même si on n'est pas d'accord avec, que dans l'histoire contemporaine de notre pays, nous avons des leaders qu'on peut aimer ou non, qu'on peut même détester. Mais Dieu a fait qu'ils se sont trouvés à la tête de notre pays. J'ai parlé de Mamadou Konaté, que beaucoup n'ont pas connu parce qu'il n'a pas gouverné, mais on l'appelle le père. Tout le monde, j'ai parlé du président Modibo Keïta, j'ai parlé de Moussa Traoré, j'ai parlé de Amadou Toumani Touré, j'ai parlé de Alpha Omar Konaré, j'ai parlé de Amadou Toumani Touré II, j'ai parlé de Amadou Aya Sanogo, de Dionkouna Traoré, de Ibrahim Boubacar Keïta, de Bandao. J'ai dit que tous ces hommes ont des partisans dans notre société. Tous ces hommes ont pu commettre des erreurs, souvent même des fautes graves, qui leur ont coûté d'ailleurs la perte du pouvoir souvent, mais ils ont laissé des choses positives. Et que si nous voulons un Mali nouveau, si nous voulons un pays réconcilié avec lui-même, pour faire face aux défis de l'heure, pour faire face aux risques existentiels de notre pays, pour faire face à ceux qui veulent faire tomber notre pays, à ceux qui veulent l'humilier, à ceux qui veulent le détruire. Il faut que les partisans de tous ces hommes d'État puissent se retrouver autour du président de la transition, autour de cette transition, pour que le Mali qui est par terre aujourd'hui, qui est humilié, qui est tombé, qui est malade, nous puissions d'abord le soigner, le faire asseoir, le mettre debout, le faire marcher et le faire courir dans le peloton des grandes nations du monde. Dans le peloton des grandes nations du monde. Et j'ai souvent expliqué, je ne cesserai jamais de le dire, toutes les grandes nations qui font le monde aujourd'hui ont
passé une période de leur histoire. Ils ont subi des sorts souvent plus graves que ce que nous pouvons subir aujourd'hui. Elles sont tombées, humiliées, divisées, menacées de disparition. Et à un moment donné, la nation s'est ressaisie, des patriotes ont appelé tout le monde, chacun a laissé tomber ses différences, ils se sont retrouvés, ils ont reconstruit leur nation, et après chacun a repris sa place pour compétir normalement. Nous sommes à cette phase-là. C'est pour cela que j'ai été très heureux que le ministre des Maliens établis à l'extérieur invite expressement son prédécesseur, invite expressement mon aîné Harouna Niane, invite un certain nombre de personnalités, les présidents du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, de la CSDM. C'est comme ça qu'on va continuer notre pays. C'est en nous mettant ensemble. Je voudrais donc le saluer de façon particulière. Donc, le mot d'ordre, tous autour du président de la transition pour redresser notre pays. Et c'est pour cela d'ailleurs que vous allez constater dans les invitations pour assister à la cérémonie d'ouverture des assises nationales, je ne dévoile pas un secret, mais l'intention du gouvernement, du président de la transition, c'est d'inviter tous ces hommes-là. Certains ne pourront pas venir certainement, mais en tout cas, ça indique la claire volonté des nouvelles autorités, des autorités de la transition, du gouvernement et du président, de faire l'union sacrée des Maliens pour redresser notre pays, comme le disent en Mali, Dabena, Segam. Monsieur le coordinateur du système des Nations Unies au Mali, Monsieur le chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations, Monsieur les consuls et consuls honoraires du Burkina Faso, de la République de Côte d'Ivoire au Mali, Monsieur le représentant du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, Monsieur le Président de la CSDM, mes chers frères, Monsieur le Président du Conseil régional de Ségou, Monsieur le maire de la commune urbaine de Ségou, Mesdames et Messieurs les services déconcentrés de l'État, Mesdames et Messieurs les chefs religieux et coutumiers et notabilités de la ville de Ségou, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs de la presse, et bien entendu, à tout l'honneur ici revient de tous ces accueils au gouverneur qui est le représentant du chef de l'État ici. Distingués invités, je voudrais d'abord vous transmettre les très chaleureuses salutations et félicitations de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Je voudrais saluer en son nom ici les femmes qui sont nombreuses dans cette salle. Je ne sacrifie pas une formalité. Les femmes sont les grandes victimes de l'immigration. Ce sont leurs enfants qu'elles ont portés des mois durant, 9 mois, qu'elles ont nourris, pour lesquels elles se sont privées de tout, dans lesquels elles font tout leur espoir, qui vont souvent disparaître dans la Méditerranée, leur faisant perdre tout espoir. Ce sont les femmes qui ont leur mari, qui vont à l'immigration, souvent en perdant leur vie, mais essentiellement pour pouvoir les nourrir, elles et les enfants. Ce sont les femmes qui vivent tous les jours, toutes les nuits. Elles ne dorment pas, tellement elles craignent ce qui va arriver à leurs enfants, à leurs maris, à leurs parents qui sont partis à l'immigration. Donc c'est elles qui souffrent le plus. C'est pourquoi je suis très heureux de les voir venir très nombreuses aujourd'hui. Aujourd'hui, la journée du migrant, c'est votre journée aussi. Chères sœurs, chères épouses, chères filles. Mesdames et messieurs, le président de la transition, j'allais dire votre président, est
très sensible, comme vous le savez, à tout ce qui touche à la vie des jeunes et des femmes du Mali, à leur quotidien, en particulier les plus vulnérables, parmi lesquels figurent les migrants que nous sommes venus célébrer ce matin à Ségou, en ce jour commémoratif de la Journée internationale des migrants, édition 2021. Avant d'aborder la thématique de la présente journée des migrants, permettez-moi, mesdames et messieurs, d'adresser mes sincères remerciements à l'endroit des autorités régionales, locales de la région de Ségou, pour l'accueil chaleureux réservé à ma délégation, à moi-même, dans la pure tradition de la cité des Balanza. Depuis notre arrivée, nous avons constaté plusieurs arrivées d'ailleurs ici. Je me demande si on ne va pas demander au président de tenir un conseil des ministres dans les plus brefs délais à Ségou. Chaque fois que nous sommes venus ici, c'est tout Ségou qui s'est mobilisé. Le gouverneur, le président du conseil, le maire, les conseillers, les chefs de quartier, les notables, les imams, les griots, la jeunesse, les femmes. Tout le monde s'est toujours mobilisé. Je voudrais donc les saluer au nom du président de la transition, de l'accueil chaleureux qu'ils ont toujours réservé à notre délégation. Je voudrais enfin, mesdames et messieurs, à tout seigneur, tout honneur, féliciter le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Et bien entendu, ses collaborateurs, parce que quand vous voyez un ministre ici, c'est bien celui qui impulse, celui qui donne les orientations, et la réussite dépend en grande partie de l'engagement de ses collaborateurs et de leur façon de travailler. Je voudrais donc les féliciter tous. Saluer aussi les partenaires techniques et financiers et l'ensemble des acteurs locaux pour la bonne organisation de cette journée à Ségou. Mesdames et messieurs, le thème retenu par les Nations Unies pour l'édition 2021 de la Journée internationale du migrant est « Mettre à profit le potentiel de la mobilité urbaine, de la mobilité humaine ». Au niveau national, au regard des priorités de notre gouvernement, nous avons renforcé cette thématique en y adjoignant une thématique spécifiquement malienne, le rôle de la diaspora dans la refondation de l'État. La thématique internationale nous interpelle au plan moral et éthique sur la nécessité de renforcer davantage la protection des migrants partout où ils se trouvent, indépendamment de leur situation administrative, qu'ils soient des migrants légaux ou, comme on dit, les sans-papiers. Je salue à cet égard l'action menée en leur faveur par l'Organisation internationale de migration, qui célèbre cette année ses 70 ans d'existence, autant d'années consacrées à l'assistance et à l'aide apportée aux migrants partout sur la planète. Mesdames et messieurs, la migration, au même titre que les questions de paix, de sécurité, de lutte contre le terrorisme, de changement climatique, d'élimination de la faim ou des défis sanitaires comme la Covid, la migration, dis-je, fait partie des sujets prioritaires de la gouvernance mondiale aujourd'hui. Je ne vais pas m'attarder sur les chiffres qui ont été répétés par les différents intervenants, qui sont assez illustratifs. Pédagogiquement, c'est toujours bien de les rappeler pour ceux qui n'ont pas entendu ou qui n'ont pas fait attention aux deux premiers intervenants, lorsqu'ils nous disaient qu'en 2020, nous avions 280 millions de migrants, soit 3,6% de la population mondiale, contre 272 en 2019. Et que parmi ce monde de migrants, nous avons plus de 40% composés de femmes et d'enfants. Ce qui vient confirmer ce que je
disais tantôt, 40% de femmes et d'enfants. Et celles qui restent à la maison aussi, je parlais des soucis qu'elles ont. Elles ne dorment pas, elles se lèvent de fond des nuits blanches, attendant ou se souciant de leur mari et de leurs enfants. On peut donc dire que les 100% des migrants, en réalité, donnent des soucis aux femmes qui en sont l'une des plus grandes victimes. Ces chiffres attestent bien que la mobilité est une dynamique aussi vieille que le monde et que la migration, phénomène historique, est solidement ancré dans les gènes de l'humanité. C'est pour cela que vous trouverez que les plus grandes nations, quand vous regardez leur composition sociologique, vous allez trouver que beaucoup ont leurs ancêtres qui viennent d'ailleurs. Quand vous entendez les gens dire tel pays est contre les migrants, souvent d'ailleurs dans la plupart des pays on en parle beaucoup, vous allez trouver que ceux qui en parlent beaucoup, c'est pour eux-mêmes, c'est pour se légitimer, sinon eux-mêmes, c'est des descendants de migrants pour la plupart du temps. N'est-ce pas? Malgré cette vérité, on constate avec amertume la volonté manifeste qu'il existe ça et là dans le monde d'empêcher la mobilité humaine là où la libre circulation des biens et des services est devenue quelque chose de banal grâce à la mondialisation. Dans un monde interdépendant, confronté à des crises d'ampleur majeure telles que le réchauffement climatique et la crise sanitaire, notre engagement commun en tant qu'État, en tant que décideurs politiques, organisations internationales ou sociétés civiles, est bien évidemment de construire des ponts entre les pays et d'œuvrer à leur rapprochement et à leur intégration par le biais de la coopération. Bien entendu, nous sommes d'avis qu'il faut organiser la migration pour mieux en réguler le flux, mais nous devons le faire en tenant compte des conventions internationales qui protègent les droits des migrants dans un élan humaniste centré sur le respect des droits de la personne humaine et la sacralité de sa dignité. Ce faisant, nous tirerons sans nul doute et de manière plus intelligente les opportunités offertes par la migration. Mesdames et messieurs, notre pays, de par sa situation géographique, forte de ses traditions et cultures, est un pays de départ, de transit et de destination des migrants qui se trouve être au cœur des enjeux migratoires sud-sud et nord-sud. Le Mali, par excellence, c'est un pays de migration. Vous savez, les plus grandes épopées de notre histoire qui sont connues, les grands empereurs, c'est un migrant qui ont été connus dans le monde, en partant en pèlerinage. Ils ont laissé des hommes sur tout leur parcours. C'est pour cela que vous trouverez des citoyens d'origine malienne, au Niger, au Tchad, au Soudan, en Arabie Saoudite, tout le parcours des grands empereurs, ils ont laissé des hommes qui peuplent ces pays-là aujourd'hui. Vous savez, je me suis rendu quand j'étais ministre de l'Industrie et du Commerce au Soudan en 2003. C'était dans le cadre d'un grand projet, le projet sucrier de Makala, sur lequel j'ai travaillé avec mon aîné Abdramanyan. Grand projet qui a été malheureusement mis dans les tiroirs, qui devait faire de Ségou la première ville industrielle du Mali, avec plus de 400 000 emplois. Si ce projet avait été réalisé, j'ai travaillé 3 ans durant, j'ai fait les 70% de mon temps dans les avions pour pouvoir amener les 40 variétés de sucre de canne à sucre produits dans le monde pour en faire l'expérimentation pour que le Mali ait la meilleure variété et que le Mali devienne le premier producteur de sucre en Afrique de l'Ouest avec 300 000 consommateurs, faisant, je disais, de Ségou la première ville industrielle du Mali avec plus de 400 000 emplois. Ce projet, j'avais travaillé là-dessus avec Abdramanyan, il est arrivé jusqu'à une phase mature. Donc, vous savez, les changements de gouvernement et des raisons politiques ont fait que j'ai quitté, je ne sais pas à quel niveau il se trouve. Et bien, pendant que je voyageais dans le monde pour trouver les variétés de canne, je me suis retrouvé dans une ville
Soudan qui s'appelle Kenana. C'est une ville qui avait 250 000 habitants en 1975 et qui est devenue une ville de 250 habitants, un village, qui est devenue une ville en 2004 de 250 000 habitants, avec un aéroport, des instituts, une université, avec une route qui le relie à la capitale, avec une grande production de lait, de viande, d'œufs, ainsi de suite, devenue une véritable ville industrielle à cause de l'industrie sucrière. Et bien pendant ce voyage, je me suis retrouvé, par curiosité, j'ai vu des villages où les gens ont exactement la même culture que chez nous à Gao. Même les cases dans lesquelles ils sont, leur façon de s'habiller. Ils parlent même le sonré, mais un peu modifié. Eh bien, c'est des gens dont les parents étaient en pèlerinage depuis le temps de Kankou Moussa. Parce qu'à moi-même, certains sont restés là-bas. Et c'est là que j'ai appris que certains viennent encore se marier au Mali, dans les villages d'origine. Et ils chantent même des chansons en soreil depuis plus de 400-500 ans. C'est pour dire que le Mali, c'est un pays d'immigration. C'est pour cela que chez nous, il ne peut pas y avoir de discours xénophobes. La force du Mali a toujours été, c'est un carrefour. L'islam est venu chez nous pas par la force. Ceux qui veulent nous imposer l'islam aujourd'hui. Nous, on a été islamisés il y a plus de 1000 ans par le commerce, par la migration. Une bonne partie de la population malienne, elle est venue d'ailleurs. Aujourd'hui, personne ne peut dire que c'est pour lui. Quelqu'un qui quitte Kidal, il est aussi citoyen à Kidal qu'à Kaï, qu'à Sikasso, et inversement. Donc notre pays, c'est un pays d'immigration et nous sommes toujours fiers de dire que le poids des Maliens de l'extérieur dans notre économie est plus important que tous les bailleurs de fonds réunis. On aurait même pu faire une 21e région administrative avec son gouverneur et tous les attributs qu'une région a. Nous avons vu le changement qui est intervenu au Mali. Le poids des Maliens de la diaspora, les vidéomans, ceux qui téléphonent, ceux qui sont sur Internet, ceux qui sont sur WhatsApp, ceux qui sont sur Signal, ceux qui sont sur tous les réseaux. Tout le monde connaît leur rôle dans le changement. Et c'est pour cela que le ministère même, vous avez vu, le ministère chargé des Maliens établi à l'extérieur. Il y a une nuance. C'est le ministère des Maliens de l'extérieur. Mais maintenant établi à l'extérieur. Parce qu'on peut être à l'extérieur, après on a décidé de rentrer au Mali, mener sa vie ici, mais on ne doit pas oublier ceux qui sont restés à l'extérieur. Voilà, mesdames, messieurs, pourquoi je disais que l'immigration est un phénomène historique qui est aussi ancré, je le disais, dans les gènes de l'humanité. Malgré cette vérité, on constate avec amertume, je le disais tantôt, qu'il y a toujours des tentatives de bloquer l'immigration, de diaboliser les immigrés, de dire ci et ça des immigrés. Je viens de dire tantôt, ça vous a fait applaudir, c'était un sourire. J'ai fait un peu d'humour en disant que souvent, quand vous entendez les gens parler trop d'immigrés dans certains pays, quand vous poussez plus loin, vous allez vous rendre compte qu'eux-mêmes, leurs ancêtres étaient des immigrés. Vous voyez mon regard. Mesdames et messieurs, bien entendu, nous sommes d'avis qu'il faut organiser la migration. Comme je dis, il faut réguler les flux. Il faut chercher à faire en sorte que tout se fasse de façon légale. Et même lorsque, pour une raison ou une autre, elle se passe de façon, entre guillemets, illégale, il faut chercher à légaliser, même si c'est après coup, la situation des immigrés. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui avec la carte Nina, qui est devenue aujourd'hui un caillou dans la chaussure du gouvernement, dans la chaussure des Maliens de l'extérieur, notamment nos compatriotes installés en Italie et en Espagne. J'ai présidé récemment un
mini-comité interministériel spécialement dédié à ça, que j'ai instruit au ministre des Maliens établis à l'extérieur, au ministre de l'administration territoriale, au ministre de la Justice, au ministre de la Sécurité, de me proposer dans les plus brefs délais une formule pour au moins pouvoir sortir ce groupe de Maliens de cette situation de précarité et d'insécurité administrative dans laquelle elles sont tous les jours. C'est une question très sensible. Sa résolution demande une certaine prudence, parce que vous savez, jusqu'à une date récente, l'ensemble des données biométriques des Maliens étaient stockées ailleurs, dans un autre pays, ce qui fait qu'il y a certaines opérations, si on ne les fait pas avec suffisamment de prudence, avec suffisamment de méthode, on risque d'apparaître dans la campagne qui se met contre notre pays, apparaître comme un pays voyou. Et donc c'est pour cela qu'on traite la question avec suffisamment de prudence. Mais je crois que les ministres m'ont fait des propositions que je vais examiner dans les jours à venir pour qu'on puisse trouver une solution à cette question de la carte NINA. Il y a des solutions qui sont proposées, mais qui sont un peu complexes à mettre en œuvre. Elles sont un peu simples à l'énoncé de nos compatriotes. C'est pour leur dire que même s'il y a un Malien qui a des problèmes à l'extérieur, le gouvernement en fait un souci. Et le ministre des Maliens établis à l'extérieur en fait un souci, il en parle tout le temps. C'est ce qui nous a poussé d'ailleurs la dernière fois, avec les messages que nous voyons sur les réseaux sociaux, et lui-même ses interventions pour convoquer ce conseil, ce comité de crise sur la carte NINA. Mesdames et messieurs, je voudrais me réjouir que vous avez pu mettre l'accent, et vous l'aurez à le faire pendant les débats, cette année, sur le rôle de la diaspora dans la refondation de l'État. Il s'agit là d'une question d'importance cruciale. Au moment où se tiennent depuis le 11 décembre 2021, partout sur le territoire national, les assises nationales de la refondation, dont l'objectif ultime est de trouver les voies et moyens de renforcer la stabilité de notre pays et son redressement durable, afin qu'il prenne sa place, toute sa place, dans le concert des nations. La refondation, mesdames et messieurs, n'est pas un vain mot. Il s'agit d'un besoin vital pour la survie de notre pays, qui n'a que trop souffert de l'instabilité, des ruptures cycliques violentes de l'ordre constitutionnel et de la mauvaise gouvernance. Au sortir des assises, les Maliens vont se doter d'une vision propre pour mieux prendre en charge leur devenir et celui des générations futures. Et même là encore, nous n'allons pas construire sur table rase. Les différents régimes qui se sont succédés ont essayé chacun de faire ses assises en sa façon. Sous la Première République, vous avez les tournées du président. Sous la Deuxième République, tous ceux qui ont un certain âge savent, le président ne fait jamais un an sans faire le tour du pays. Et pendant des journées entières, il fait face aux populations. À l'intérieur du pays, régulièrement, il fait des réunions des cadres où tous les cadres sont invités, y compris ceux qui étaient opposés au régime. D'ailleurs, il y a des opposants au régime qui ont construit leur notoriété parce qu'ils ont défié le président dans les années 90 en disant la balle est dans votre camp. On sort souvent cette photo pour montrer que c'était des... Pour parler ivoirien, ils étaient garçons, quoi. C'est-à-dire qu'ils étaient courageux parce qu'ils auraient parlé comme ça au président. Ensuite, vous avez eu la conférence nationale en 1989. Ensuite, vous avez eu les États généraux sur l'éducation, sur la corruption, sur la santé. Ensuite, vous avez eu la conférence d'entente nationale. Et enfin, le dialogue national inclusif en 2019. Donc, c'est la synthèse de tout ce qui a été fait que nous allons prendre comme matière première, actualiser avec la nouvelle situation pour refonder notre pays, pour partir d'un bon pied. Rien ne sera jeté dans la poubelle de ce qui a été fait par le passé. Ce processus, dans le processus de refondation, il est heureux de constater que dans les 20 juridictions, les Maliens de l'extérieur ont été consultés, impliqués et ils ont participé de façon active dans la construction du nouveau Mali, comme nous disons le Mali Fra. La contribution de notre diaspora est essentielle dans l'édification du nouveau Mali en gestation. Conscient de l'importance de la diaspora
dans le cadre du développement national, notre pays fait de la question migratoire une priorité nationale, illustrée par l'adoption et la mise en œuvre de la politique nationale de migration, ainsi que son plan d'action révisé ici même à Ségou en octobre 2020. La philosophie du programme national de la migration est de faire comprendre aux jeunes Maliens que son Eldorado, c'est d'abord le Mali, et de faire percevoir à tous, y compris à nos partenaires, que chaque départ de migrants maliens est quelque part une perte pour notre pays d'abord, dont les villes et les villages se dépeuplent des bras valides, souvent des cerveaux formés à l'école publique, aux frais du contribuable malien, et qui au finish s'exilent pour aller servir ailleurs. Le départ des bras valides et des élites de nos territoires locaux accentue la crise de leadership local, qui n'est pas sans lien avec la crise sécuritaire. Pour répondre à tous ces défis, l'État malien a posé au cœur de sa politique nationale de la migration la problématique de la gouvernance et du développement local. L'engagement du Mali sur les sujets liés à la migration se justifie aussi par sa dimension historique, son ancrage social et sa portée économique et politique. En effet, le Mali, de par sa situation géographique, forte de ses traditions et de ses cultures, est un pays de départ, comme je viens de le dire, de transit et de destination des migrants. Un pays particulièrement impliqué dans les enjeux migratoires sud-sud, nord-sud. C'est pourquoi, en 2018 déjà, notre pays a pris une part active dans l'adoption du pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières, lors de la conférence intergouvernementale des Nations Unies tenue à Marrakech. Ce pacte est un document fondamental, à caractère non contraignant, destiné à générer une valeur ajoutée en matière de traitement de la question de migration au plan international. Il constitue une avancée majeure dans la quête du respect des droits des migrants. Pour démontrer son engagement en faveur de la mise en œuvre du pacte mondial pour les migrations, ordonnée et régulière, le Mali s'est doté en août 2019 d'un plan d'action national exclusivement axé sur les 23 objectifs du pacte. L'adoption du pacte mondial a été précédée par le sommet conjoint des chefs d'État et de gouvernement africains et européens tenu en novembre 2015 à La Valette, à Malte. À cette occasion, l'Union européenne et les pays africains ont convenu de travailler de concert à travers des interventions d'urgence et des objectifs de long terme en vue de parvenir à une gestion holistique et efficace de la problématique de la migration. Le plan d'action de La Valette est un exemple encourageant de la coopération nord-sud entre l'Europe et l'Afrique, deux continents liés par un passé commun, une forte interdépendance et une responsabilité commune face aux flux de migrants. C'est le lieu pour moi de saluer ici l'engagement de l'Union européenne et de ses États membres à nos côtés pour améliorer la gouvernance des migrations et de lutter contre les causes profondes des migrations irrégulières dans l'intérêt bien compris de l'Europe et de nos pays. Au niveau continental, le Mali et l'Union africaine ont signé le 11 février 2019 l'accord de siège pour abriter le Centre africain d'études et recherche sur les migrations, afin de mieux faire face aux défis que la migration représente pour les États africains. Mesdames et messieurs, distingués invités, pendant longtemps, les États ont donné l'impression de travailler davantage sur les défis que présente la migration que sur les opportunités qu'elle offre. Il est temps d'aller vers un changement de paradigme pour relever les défis posés par la migration de masse. En effet, le parcours migratoire reste un chemin sinueux, semé d'embûches. Les migrants, victimes souvent de la violence et de la pauvreté, abandonnent leur terre d'origine pour la recherche de meilleures conditions sur d'autres sites. Dans cette quête, ils subissent l'outrage et l'inhumanité des passeurs sans foi ni loi, d'où la nécessité pour les États de conjuguer leurs efforts pour démanteler et anéantir les réseaux de passeurs sur les routes migratoires du Sahara qui passent en partie
par le nord de notre pays. Ceux qui arrivent à franchir les obstacles pour s'installer loin de leur pays ne sont pas non plus épargnés par l'exploitation, le racisme, le rejet et la violence. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, du haut de cette tribune, je voudrais exhorter les États membres des Nations Unies qui ne l'ont pas encore fait à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1990. La dite convention, dédiée aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, est entrée en vigueur le 1er juillet 2003. Et jusqu'à cette date, elle n'est ratifiée que par 39 États, essentiellement des pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud. La migration régulée et bien maîtrisée est source de richesse sur toute la chaîne migratoire, c'est-à-dire pour les pays de départ et pour les pays d'accueil. Elle permet de stimuler les économies des pays d'accueil et de départ et de réduire les barrières grâce aux liens sociaux. Mesdames et messieurs, distingués invités, pour conclure, je voudrais exprimer ici à tous nos partenaires la disponibilité du gouvernement à traiter les questions migratoires dans un esprit de partenariat et de co-responsabilité, en ayant en permanence à l'esprit la primauté des droits des migrants, en particulier leur droit à la dignité en tant que personne humaine. J'exprime également le ferme engagement de mon pays, le Mali, à poursuivre et à intensifier la lutte contre les réseaux de trafic et de traite des migrants, et à œuvrer pour créer les conditions endogènes pour donner aux jeunes des raisons de rester chez eux, afin que la migration ne soit pas la règle, mais l'exception. Sur ce, mesdames et messieurs, chers invités, je déclare solennellement le lancement de la Journée internationale des migrants, édition 2021 au Mali. Et je vous remercie de votre aimable attention.